Le 3, c'est la grande messe des joueurs du monde entier. Pendant une semaine, les constructeurs et les studios annoncent les jeux vidéo et les consoles qui rempliront les rayons et les ludothèques dans les années à venir. Mais avant que les journalistes ne testent les premières moutures des jeux de demain, il y a les conférences. Les différents acteurs du jeu vidéo présentent leurs futurs produits à travers des bandes annonces et des monologues souvent ennuyeux et remplis de bullshit. Mais alors, cette année, c'est quoi l'avenir du jeu vidéo? C'est la question que nous allons nous poser en revenant sur les différentes conférences. Et tout de suite, je vais vous présenter mes chroniqueurs. Et aujourd'hui, il y a l'inénarrable Thomas. Hello everybody, comme dirait un présentateur de Ubisoft. Exactement, Ubisoft avec leurs bons accents de bon français qui fait toujours plaisir à entendre chaque année. Également avec nous, Arnaud. Salut. Alors, tu as suivi le 3 correctement et assidûment cette année. Ouais. T'en as pensé quoi globalement? J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de conférences qui étaient hypantes, d'autres beaucoup moins. En fait, on a vraiment eu un E3 assez déséquilibré. On a eu une partie plutôt cool et hypante et une partie vraiment décevante. Du coup, on a eu les deux. Ouais, c'était plutôt en Nancy. Et toi, Thomas? À peu près pareil, sauf qu'au niveau du rythme, je trouve que certains sont assez améliorés. Le rythme d'Ubisoft, ils ont essayé d'assez créer avec des shows sur scène un peu plus que l'année dernière. C'est déjà le cas généralement, notamment cette année c'était un orchestre, mais d'habitude et un orchestre et Just Dance, et l'année dernière c'était juste Just Dance. Ouais. Au niveau du rythme, ça va. Je m'attendais un peu plus lourd, un peu plus ennuyant, mais je pense que ça s'est bien goupillé. Ouais, on en parlera au fur et à mesure des conférences, l'ambiance générale de chacune d'entre elles. Je vous propose de tout de suite commencer avec ceux qui ont ouvert le 3. Alors on parlera pas de Stadia évidemment, qui est la nouvelle mouture de Google pour du jeu en cloud. Ça fera l'objet d'autres émissions, parce que c'est vraiment un sujet qui va faire l'avenir du jeu vidéo, et on veut en parler en détail, mais avec des spécialistes. Du coup, ce sera pour une autre émission. On va uniquement parler des conférences de l'E3 et pas pré-E3 ou post-E3. Donc on va tout de suite commencer avec Electronic Arts. Alors Electronic Arts, l'une des sociétés les plus détestées des États-Unis. Elle n'a plus le prix de la société la plus détestée, mais elle est cinquième quand même, au cinquième rang. Ah bah oui. C'est quand même pas négligeable. C'est eux qui détiennent les licences Star Wars, Battlefield et FIFA. D'ailleurs, c'est celles qui ont été présentées cette année. On va tout de suite revenir sur le gros jeu qu'ils avaient à présenter, c'était Star Wars Fallen Order. Alors, premier jeu solo de Star Wars depuis plus d'une dizaine d'années. Le héros, qui est interprété par Cameron Monaghan, que vous avez vu dans Gotham et Shameless, est un apprenti Jedi, et son aventure se situera entre l'épisode 3 et 4 de la saga des films. Vous en avez pensé quoi de ce premier jeu qu'ils ont présenté? Star Wars, c'est pas forcément mon truc, parce que déjà, bon, désolé pour tous les fans, mais j'aime pas spécialement Star Wars. Mais en tout cas, c'est ton droit. Et oui, c'est mon droit. Mais après, le jeu, bon, il me semble correct, mais ça casse pas trois pattes à un canard, on va dire. C'est dans la lignée des autres Star Wars que j'avais vu par le passé. D'accord, toi? Moi, je trouvais que ça donnait un très bon jeu d'aventure action. Il avait l'air pas si mal que ça. Les combats étaient sympas. Mais je pense qu'on est bugué sur les combats, justement. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de possibilités. Mais à côté de ça, je trouve qu'on pourrait enlever le nom Star Wars. Ça serait un jeu d'aventure commun et pas trop mal, en fait. Mais alors, moi, en lisant les articles sur le jeu, j'ai appris qu'il s'était rapproché, enfin, qu'il s'était inspiré des jeux From Software. Et ça n'a aucun sens en fait pour un jeu Star Wars. Alors je rappelle, From Software, c'est les développeurs de Dark Souls. Dark Souls, c'est quand même des chevaliers, grosso modo, c'est des chevaliers ou des personnages très lents et très lourds. Enfin, un Jedi, c'est pas censé être lent et lourd. Quelle idée ils ont eu d'aller chercher un gameplay lent, lourd et ultra stratégique pour des Jedi, alors que c'est censé... Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la prélogie, mais moi je préfère la prélogie parce que les combats sont plus spectaculaires. Alors certes, il y a plein de mouvements qui servent à rien dans les combats, mais c'est un peu plus fun que franchement les combats dans la première trilogie, c'était chiant à mourir. Je trouve que franchement, les combats ont l'air mou du cul. C'est impressionnant. En plus, on voit beaucoup de combats contre des Stormtroopers, on voit très peu de combats contre autre chose. On a l'impression que c'est un peu remplir pour remplir le trailer de combat. Moi, j'avoue, les combats m'inquiètent un peu. Après, j'ai eu l'impression pour le reste de voir Uncharted. Oui, en fait, c'était ça l'idée. Moi, c'est que ça m'avait fait penser un peu à Uncharted en termes de plateforme. Mais les combats avaient l'air vraiment sympas parce qu'on peut utiliser la force en plein combat. Mais les combats de Dark Souls sont mythiques et sont superbes. Oui. Sauf que j'ai peur de la dissonance de narratif. C'est-à-dire qu'on va nous raconter un truc et le gameplay sera totalement incohérent avec ce qu'on va nous raconter. C'est-à-dire qu'on va nous apprendre... En fait, le Jedi est un apprentissage. Donc, petit à petit, il est sur ses gagnants en souplesse. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'on va surtout gagner en puissance et que juste les coups de sabre, t'auras l'impression qu'ils seront plus puissants, mais j'ai l'impression que le personnage ne va pas devenir plus souple ou plus léger.
ce qui m'inquiète un peu. Après, j'ai vu qu'il y avait l'air d'avoir pas mal de pouvoirs au niveau avec la force. Avec aussi. la force, oui. Ouais, tu peux arrêter le temps, tu peux attirer les ennemis, les repousser. Oui, mais bon, la pyromancie dans Dark Souls, et puis c'est tout. Enfin voilà, j'ai vraiment là, eu l'impression de voir Dark Souls, quoi. C'est terrible. Hein. Moi, j'ai trouvé les combats assez dynamiques. Enfin, pas tellement dynamique, mais genre, ils étaient vraiment pas mal pour ce que c'était. On vous conseille d'aller voir le trailer quand même pour vous faire votre propre idée. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de l'acteur. Moi, c'est un acteur que j'adore parce que je l'avais trouvé superbe en Joker dans Gotham. D'ailleurs, si vous avez vu Suicide Squad, c'est un bien meilleur Joker que Jared Leto, je crois, qui jouait le Joker dans Suicide Squad. Donc franchement, c'est un très bon acteur. Je pense qu'il a été mal dirigé sur le jeu. C'est possible. Mais après, il faut voir sur la longueur. Je vous propose de passer tout de suite à Battlefield 5, 3 nouvelles cartes. Bon, voilà, Battlefield 5, moi je préfère à Call of Duty. Si vous voulez un jeu de guerre fun à jouer avec une communauté un peu moins toxique que Call of Duty, c'est bien. Ouais, puis les cartes ont l'air assez innovantes, c'est assez sympa à jouer. Enfin, oui, déjà, c'est pas des cartes lambda. Je veux dire, il y a la Grèce, je crois la Provence aussi. Enfin, c'est des cartes un peu originales, certes un peu de l'ordinaire. Donc bon. FIFA 20, alors là c'est moi qui... Voilà, vas-y, je te laisse. En fait, il y a un truc qui vient souvent sur FIFA et qu'on entend tout le temps quand on y joue ou quand on regarde des gens jouer, c'est que le gameplay est mal fait, pas réaliste. Et la deuxième chose, c'est à quand le retour de FIFA Street. Cette année, ils ont essayé de cacher un petit peu le fait qu'ils ont visiblement, de ce qu'on en voit dans le trailer, dans le mode normal, fait peu d'amélioration à part le cyclique. Oui, on a essayé d'améliorer la physique sur le ballon, on a essayé d'améliorer les défenseurs par le retour de FIFA Street dans le mode de FIFA. Donc c'est plus deux jeux séparés, c'est un mode à part entière dans FIFA, ce qui fait un peu flipper parce que si on met les deux mêmes jeux dans la licence de FIFA, ça veut dire que l'un va influencer l'autre et le jeu collectif va encore une fois être déprécié dans FIFA 20. On a eu plusieurs retours d'influenceurs justement qui ont joué au jeu disant oui, alors la physique a été améliorée, chose qu'on entendait déjà pour FIFA 19, donc là personnellement j'y crois très peu. Mais le trailer de FIFA Street donc paraît assez sympathique à voir. Alors on est d'accord, FIFA Street c'est un peu plus arcade. Ouais, c'est clairement arcade, tout se base sur les dribbles. Et en gros, c'est un 5 contre 5 et tu peux très bien partir du but avec un seul joueur, faire des dribbles, des sombreros, des passements de jambes et aller marquer tout seul, quoi. Donc c'est à l'opposé d'un FIFA totalement classique. D'accord, parce que moi, je m'étais pas fait la réflexion l'année dernière, mais cette année, en regardant FIFA, je me suis dit, putain, j'ai envie d'avoir un Mario Football. Ouais, et en fait, FIFA Street, c'est un peu ça. FIFA Street, c'est un peu ça, sans les barres de super. Voilà, c'est ça, puis sans le côté un petit peu édulcoré, plein de couleurs, quoi. Ouais. C'était pas si édulcoré que ça, Mario Football. Hein. Tu pouvais quand même envoyer les mecs sur des cages électriques sur les bords. Ça, c'est Mario, quoi. Ça a l'air sympa, et puis en fait, c'est des instruments de torture tout le long du jeu. Et voilà. Et FIFA aussi, j'ai un autre petit point à soulever, c'est qu'ils n'ont pas parlé de comment va se passer l'après-microtransaction, parce qu'il y a certains pays où les microtransactions dans FIFA 20 vont être interdites. Notamment Bruxelles. Notamment la Belgique. Voilà. Et aucun truc a été évoqué sur ça pendant la conférence. Donc je pense qu'ils vont rester sur leur logique de microtransactions pour cette année. Je pense qu'on aura des nouvelles assez rapidement, de toute façon. Oui, et que les pays qui ne l'ont pas seront totalement lésés dans ce jeu-là, mais bon. Voilà. Ensuite, on a eu Madden. Madden, jeu de football américain, donc les Américains vont être contents. Voilà, ça existe. On peut pas vraiment trop parler de ça parce qu'on n'est pas vraiment là-dessus. Voilà, et puis Madden, quoi, c'est FIFA mais en américain, quoi. Donc c'est pas c'est quasiment un copier-coller de gameplay en fait. Quand tu regardes, c'est pas plus arcade, c'est vraiment la même chose mais sur un autre jeu, enfin sur un autre sport. Okay. Ensuite, les Sims 4. Ils ont annoncé un DLC sur des îles paradisiaques où vous pourrez incarner une sirène. Voilà. Êtes-vous content de pouvoir faire l'amour avec une sirène ? Je sais pas si ça arrive forcément les gens, mais voilà. C'est un peu et puis c'était IS, c'est je pense la conférence la plus décevante qu'il y a eu. Ouais, c'était long en plus. En même temps, ils pouvaient pas parler d'Anthem parce que le jeu s'est foiré. Voilà, ils ont parlé d'Apex en rajoutant donc une saison 2 et un nouveau personnage, une française. Oui, c'est ça qui peut t'aider dans tes missions si j'ai bien compris. En fait non, elle place des protections, c'est un des personnages très défensifs et ils ont rajouté une nouvelle arme en plus de ça et du coup, c'était tout. Ouais, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu une tentative de sauvetage du jeu qui a du mal à se faire sur la longueur. Quand on regarde, en fait, il n'y a que 3 jeux. Il y a FIFA 20, Madden et Star Wars. Le reste, c'est que du DLC. Oui, c'est ça.
Donc voilà, mais de toute façon, vous allez beaucoup l'entendre, c'est que du DLC parce que surtout c'est un peu le 3 du DLC. Ouais, surtout qu'en plus là on passe à Bethesda. Ah oui. Ah voilà. Alors un avis Arnaud. C'était la... Tu développes ton plus tard. Non, mais c'était vraiment l'une des pires conférences. C'était lent. C'était EA et Bethesda, c'était terrible. C'était infernal. J'ai trouvé que la conférence s'étirait en longueur. On nous a présenté que des DLC. On essayait vraiment de rattraper les meubles chez Bethesda. On essayait vraiment de dire oui, on aime les joueurs, tout ça serait impossible sans vous. C'était vraiment du rattrapage de meubles. En fait, c'est passé sur 2 points. C'était le merci d'être là, les joueurs, et pardon pour Fallout. C'était les 2 points de la rappelle, un Fallout 76, donc le jeu post-apo multijoueur, c'est complètement vautré à sa sortie parce qu'il est vide en fait. Il n'y a rien dedans, il n'y a aucun scénario, il y a juste des joueurs et c'est tout. Et encore le jeu est bourré de bugs, mais bon, ça c'est une habitude chez Bethesda. Donc ils ont sorti un Battle Royale du coup pour le jeu. Est-ce que le jeu en avait besoin? J'en doute sérieusement. Non. Et je crois pas que les joueurs le demandaient. Après c'est gratuit du coup. C'est ce que j'ai entendu une réflexion sur ça, de me dire en fait déjà est-ce qu'il reste une communauté de joueurs sur Fallout 76? Je pense qu'il reste une petite, il reste vraiment les fans hardcore de Fallout. Et est-ce que les fans de Fallout 76 veulent faire du Battle Royale? Ça c'est pas sûr. Ça, c'est moins sûr. Et puis après, il y avait aussi un DLC où ils ont voulu tout remettre à neuf. Ouais, vite fait, j'ai noté, il y a enfin des personnages non jouables, ce qui était, comme je vous ai dit, le jeu est vide, donc du coup, il n'y avait pas de personnages non joueurs pour filer des quêtes ou des trucs comme ça. Là, ils en ont intégré 4, de ce que j'ai compris. Après, c'était en anglais, je peux me tromper, mais voilà, donc 4 PNJ, une révolution, c'est bien. Dans la plupart des MMORPG aujourd'hui, il y en a des centaines de milliers. À mon avis, ils ont vraiment essayé de rebricoler un truc et ils ont dit ouais, on va changer totalement le gameplay. En fait, ils ont vu que ça partait en ruine et du coup, ils ont trouvé une belle phrase pour dire qu'en fait, c'était de la merde et qu'ils avaient tout changé. Et même eux, dans la présentation de ce qu'ils ont fait de Fallout 76, donc en rajoutant ces modes-là, ils sont quand même excusés. Bon, ouais, voilà, c'est ça, ils sont quand même excusés. Ils se sont dit, on rajoute quelque chose pour les joueurs qui y jouent encore, mais franchement, c'était pas l'annonce du siècle et ils savent très bien eux-mêmes que le jeu va pas forcément. Ouais, ils espèrent le ressusciter façon Ubisoft qui a l'art de ressusciter ses jeux. Je pense pas que ce sera le cas. Et en plus, c'était vraiment. C'était la conférence au fait, on a oublié de mettre du contenu dans nos jeux, donc en voilà. Ouais, c'était ça. C'est vraiment. Puis le développement des jeux. Parce que Rage 2, c'est pareil, ils ont promis un DLC. Pourquoi ? Parce que le jeu est vide en fait. Il n'y a rien dedans, il n'y a aucune narration. Il n'y avait pas de contenu dedans en fait. Les combats sont sympas, mais le jeu narrativement est vide. Donc en fait, c'est vraiment. On a oublié de mettre du contenu dans nos jeux, donc en voilà. D'accord, merci. Ça aurait été bien de le mettre à la sortie, quoi. Surtout que ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sorti. Voilà. 3 nouveaux jeux, dont un qui avait été annoncé l'année dernière. On va commencer par les nouvelles licences. Deathloop, donc qui est un jeu avec deux tueurs dans une loupe temporelle. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Moi, je trouvais que ça pouvait être un concept assez rigolo parce ouais. Moi aussi, un peu rigolo, moi aussi quand on l'explique comme ça, mais quand j'ai vu l'ADA, j'ai fait non. Non, moi c'était pas trop. J'ai trouvé ça trop générique. C'est vrai, mais après moi j'ai trouvé ça un peu rigolo parce qu'on pouvait se dire ouais, on peut tuer l'autre, après il revient, après il retrouve une nouvelle manière de nous tuer. En plus on nous a promis qu'on pouvait vraiment interagir avec tout. Et puis j'ai vu qu'il y avait l'air d'avoir aussi des monstres qui se baladaient dans la ville et des espèces de tarés qu'on pouvait aussi buter du coup. Ça rajoute un petit bonus. Oui, puis ça dénotait un peu avec tous les FPS un peu basiques qu'on avait vu dans toute la conférence Bethesda. Ça m'intéresse pas plus que ça, mais ça a changé un peu de ce qu'on a vu. On finira avec Doom Eternal de toute façon. Autre nouvelle licence qui là me chauffe vraiment, et c'est très rare chez Bethesda parce que à part depuis Skyrim, ils n'ont rien fait qui m'ont intéressé. Donc vraiment, c'est une grosse surprise. C'est Ghostwire Tokyo. Alors il y a juste un trailer, il n'y a pas de gameplay. Très beau le trailer. Mais le trailer me donne grave envie. Un jeu dans un jeu post-apo d'action enquête visiblement dans un Tokyo où les gens ont disparu. En plus ça s'inspire de mythologie japonaise du coup. Et puis je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeux en monde ouvert qui se passent dans des lieux orientalisants. Oui, et puis ça manque un peu. Alors bien sûr, il y a BGE 2 qu'on ne verra pas cette année, mais dans un monde orientalisant, on fait pas mieux. Mais puis le post-apo est pas genre surutilisé. On sent que c'est post-apo, voilà, la ville est déserte, mais t'as pas le post-apo à la Fallout. Et puis on sait pas si c'est en fait, on sait pas si c'est du post-apo, si c'est du juste post-disparition, parce que on a vu que la ville. On dirait que ça a l'air vraiment juste post-disparition, parce que les buildings ont encore l'air intacts, il n'y a pas vraiment eu trop de temps qui s'est écoulé. Oui, et puis tout le monde n'a pas disparu non plus. Ouais, ça a l'air. Je sais pas si vous connaissez la série The Leftover, où il y a
je crois 2% de la population qui disparaît. Là, j'ai l'impression que c'est plus 99%, mais grosso modo, c'est un peu le même scénario. Il y a des gens qui disparaissent. On sait pas ça ne m'étonnerait pas que dans l'arc, justement, on découvre que c'est que Tokyo qui est rasé et que derrière, il y a de la civilisation encore et ça pourrait rajouter un truc sympa dans le gameplay. Oui, non, de toute façon, je pense que ça se passera juste là parce que moyen technique aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. On finit avec Doom Eternal, la suite du très bon remake de 2016. Alors apparemment ce sera moins punchy d'après les premiers retours qu'on a eu parce qu'il y a déjà des journalistes qui ont pu tester le jeu. Donc Fast FPS qui revient en grâce depuis quelques années, notamment avec le remake de Doom. Donc celui-là sera plus orienté, un peu tactique. Il faudra être plus stratège dans les déplacements et du coup ils ont un peu ralenti le jeu apparemment. Alors après, ne vous fiez pas au trailer, parce que le trailer a été joué à la manette et Fast FPS, ça joue clavier souris. D'ailleurs, je comprends pas qu'ils le présentent encore. On leur a dit, on leur a dit quand ils ont présenté le remake en 2016 qu'il fallait arrêter de faire ça et de présenter des jeux FPS fast à la manette. Ils n'ont toujours pas compris, donc bon, voilà. Mais du coup, ne vous fiez pas au trailer. Puis on n'a pas de, pour l'instant, il n'y a même pas de bribes. Bon, après c'est Doom, mais il n'y a même pas de bribes d'histoire pour l'instant. Il n'y a rien d'annoncé dans le trailer. C'est du voyage dans les enfers, voilà, aux anges, et puis après... De toute façon, voilà, les joueurs, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'ils cherchent réellement dans Doom, mais ça aurait été bien d'en avoir au moins un petit peu. Moi, ce qui m'a manqué dans le trailer, c'est une bande-son, parce qu'ils nous ont fait tout un truc sur oui, on a fait une chorale de métalleux. J'étais ouais, trop bien. Doom, c'est de la bière, des armes et du métal. Bah ouais, j'ai eu les armes, mais bon, la bière, je me la suis servie. Et puis bah, le métal, j'étais c'est un peu chiche, les gars. Vous auriez pu nous mettre un peu de visuel, enfin un peu de sonore de ce qu'on allait avoir dans le jeu, quoi. Parce que la musique qu'ils ont montrée pendant le gameplay qu'ils ont fait, c'était pas ouf, hein. C'est vraiment pas ce qu'il y aura dans le jeu. Très basse, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, juste pour faire une transition, j'espère que des bières, tu t'en es servi plusieurs sur Bethesda parce que pour moi, la conférence a été une des plus longues et ennuyantes de cette E3 parce que c'était vraiment trailer, un mec qui présente qui est développeur, trailer, rien d'innovant à chaque fois quasiment. C'était beaucoup de DLC. Et à part Doom Eternal, on n'a pas eu beaucoup de gameplay. En fait, Deathloop et Ghostwire Tokyo, on n'a eu que des trailers. Il n'y a pas eu de gameplay. On a pu détecter un peu ce qu'il allait y avoir dans les jeux, mais non, je crois qu'il n'y a presque pas eu de gameplay sur... Non, bah après c'était des DLC, c'est pas difficile de mettre du gameplay, oui. Du gameplay sur des trucs qui existent déjà. On passe à la conférence PC Gaming Show, donc là les joueurs avec un PC vont être contents. PC Gaming Show qui s'améliore d'année en année. Cette année ils ont retiré le canapé qui faisait que les gens, on avait l'impression qu'ils en avaient rien à foutre quand ils parlaient de leur jeu. C'était punchy. Ouais, c'était bien. Bon, c'était de l'humour à l'américaine, très motivational, tout ça, mais c'était... bon, moi, ça me court sur le haricot, mais au moins, c'était punchy. Donc, on s'est pas fait chier. Ouais. Ce qui est rare pour le PC Gaming Show, parce que pour rappel, c'est une des conférences les plus jeunes, donc ils avaient du mal à trouver leur ton encore. Là, franchement, c'était sympa. Ils ont trouvé leur ton, je pense. Cette année, ils ont trouvé quelque chose. C'est classique et très scolaire, mais ça marche. Je pense que... Voilà. Il y avait des moments un peu rigolos. Oui, voilà, c'était pas très gênant. C'était un peu gênant par moment, parce que les conférences comme ça, c'est toujours un peu gênant. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était bien. Bien, pas ouf, mais bien. Donc voilà. Alors on commence avec Vampire The Masquerade Bloodline 2, suite d'un jeu culte avec du gameplay. Donc du coup, que demande le peuple? Parce que c'est une conférence où on a eu du gameplay. De pratiquement tous les jeux qu'ils ont présentés, on a à chaque fois eu du gameplay. Donc félicitations à eux parce que la conférence y est, non, la conférence Bethesda non plus. Celle-là, oui. Donc voilà. J'espère que le jeu sera meilleur que la suite qu'il y a eu juste avant, qui était un peu moyenne, j'avais trouvé. Donc voilà. D'après les images, ça a l'air sympa. Ouais, ça a l'air sympa, voilà. Chivalry, le jeu de mêlée moyenâgeuse, reviendra en 2020. Chivalry 2, il a l'air vraiment plus abouti que le premier. Ouais, après, c'était pas... Voilà. Entre-temps, si vous voulez un jeu d'appoint, il y a Mordo qui est sorti il y a quelques semaines, qui est grosso modo la même chose. Donc en gros, on rappelle, vous avez un bouton pour appuyer, pour gueuler, vous foncez dans le tas et vous foutez des coups d'épée jusqu'à buter le mec. Voilà. Grosso modo, c'est un peu ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est que Chivalry, c'est tellement engageant, juste avec le bouton pour crier, que même toi, derrière ton PC, t'es là. Ouah. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui crient en même temps que leur personnage. C'est très drôle quand on les voit jouer. Ensuite, il y a un jeu, un JRPG avec un effet temporel où il faut jongler avec les époques qui s'appelle Crystals. Et moi, ça me chauffe pas mal, un jeu avec ce jeu avec le triangle là, une partie dans le passé, une partie dans le futur, une partie dans le présent. Ça a l'air pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai bien aimé la DA, franchement, elle donnait vraiment très envie cette DA. Ça donne un
envie, le côté cartoon manga. Là. Mais après, au niveau du jeu, j'attends de voir ce que ça donne. Parce que c'était vraiment juste un petit trailer. Ça sent le jeu indé avec la bonne idée. Peut-être. J'attends de voir comment ça s'aboutit, parce que le temps, c'est toujours un peu dur à gérer. Après, ça n'a pas l'air assez fou pour que ça marque les joueurs, tu vois. Ça ressemble pas à un Fez ou un Binding of Isaac où ça a marqué les joueurs et ça a marqué le monde du jeu vidéo. Ouais, mais après, si la mécanique du temps est bien réussie, ça peut... Je pense que ça va faire un bon jeu qui va bien se vendre, mais ce sera pas le jeu qui va révolutionner le monde de l'indé. C'est ça ce que je crains pour les développeurs. Bon, après, c'est un bon succès, c'est toujours ça de prix. Oui. Après, on a eu alors Maniteur, le pari idiot et fou de vouloir faire un jeu de rôle action sur un requin. Et ce jeu a l'air énorme. Ce jeu a l'air complètement pété et énorme à la fois. C'est impossible de savoir si le jeu sera une blague ou une perle, j'ai noté. Donc, Ah mais il a l'air juste génial ce jeu. Donc voilà, c'est un jeu un peu fifou. Moi, il me chauffe bien, mais j'ai peur que ce soit le jeu blague en fait. Que ce soit comme God Simulator ou des machins comme ça. Ouais, mais après, ils ont l'air de s'être pris vachement au sérieux, les mecs, et franchement, ça a l'air de vraiment bien rendre. J'arrive vraiment, d'habitude, j'arrive à peu près à deviner si ça va être une bouse ou pas. En thème, j'avais deviné que ça allait foirer, tu vois. Et là, j'arrive pas à déterminer si ça va être bien ou pas. On a eu un petit peu de gameplay, on nous en a parlé un peu en disant ouais, on a une phase. Il y a même un scénario, quoi. Ouais. Sur un requin. C'est ça qui est énorme. Donc voilà. Les mecs se sont vraiment pris au sérieux et franchement ça a l'air d'être mais le jeu de requin Jaws qui était sorti était pas si mal pour un jeu de requin où il fallait juste bouffer des gens. Le gameplay était quand même pas trop mal. Donc à voir parce que ça peut vraiment être le truc inattendu et un peu fifou qui est en fait pas mal du tout. Et puis c'est un vrai défi pour le jeu vidéo aussi d'essayer de raconter des choses que personne n'a jamais cherché à raconter. Parce que par exemple, c'est dur d'imaginer un film de requin du point de vue du requin, par exemple. C'est vrai, mais là en plus ça avait l'air marrant parce qu'avec les mécaniques, on voyait même le requin qui pouvait sauter pour frapper les gens sur des jet skis ou des bateaux. Voilà, il y a l'air d'y avoir des combos quand vous bouffez les gens pour faire des figures en même temps. Enfin, ça a l'air assez sympa. Ça a l'air assez rigolo, ouais. Et alors là, la grosse annonce, alors elle avait été annoncée dans la conférence Microsoft dont on parlera tout à l'heure, mais je voulais déjà en parler là. Baldur's Gate 3, ouais. L'une des plus grandes sagas de RPG occidentaux qui a inspiré notamment Dragon Age, il faut savoir, revient sur le devant de la scène. L'épisode se passera donc 100 ans après le dernier opus, à peu près le temps que ça fait qu'on attend le jeu en fait. Alors certaines rumeurs disent que la vue du dessus classique pourrait disparaître, donc on pourra avoir une vue plus classique de RPG action. C'est par les développeurs de Divinity Original Sins, et du coup enfin une excuse pour moi pour faire les deux premiers que j'ai jamais eu le temps de faire. Baldur's Gate quoi. C'est classique, je pense que tout le monde va se jeter dessus. En plus, il a l'air d'avoir bien hypé juste avec un trailer, du coup, ils savent vraiment. Ils ont juste à pas rater, et puis franchement, ça peut que faire un bon jeu. Ça te chauffe, toi, Thomas ? Alors, j'ai pas regardé la conférence PC Gaming Show, voilà, c'est pour ça que je parle pas depuis tard. D'accord. Oui, mais il était dans la conférence Microsoft aussi, donc. Je l'ai pas vu. Bon, voilà. Il y avait aussi l'interview du développeur de Borderlands 3. Oui, mais Borderlands 3 est déjà sorti, je crois. Déjà ? Il me semble. Enfin, non, c'est qu'on a vu du gameplay par les. Non, c'est les influenceurs qui ont pu jouer. C'est Borderlands 2 avec une moustache, donc bon. Ah non, il y a vraiment des petits ajouts avec des nouvelles. Oui, il y a plus d'armes. En vrai. Mais c'est le même jeu. Non, mais le développeur, quand tu parlais, ils sont vraiment amusés avec les armes. Il y a des grenades, quand on les lance, elles explosent, elles se soulèvent en crachant du feu dans tous les sens. Il y a plus d'armes et c'est fun. C'est Borderlands 2, quoi. Bon, après, ça reste une valeur sûre. Oui, non, mais le jeu est bien, il n'y a pas de doute. Ça va être sympa. Mais voilà, c'est juste le 2 avec une moustache. C'est ce que je dis. Une belle moustache, mais une moustache quand même. Donc, bon. Quelque chose à rajouter sur la conférence PC Gaming Show ou pas ? Toi, tu l'as pas vu. Donc, non, pas grand-chose. Non, donc, on a parlé du plus gros titre. Voilà, on va passer à la conférence Ubisoft. Alors là, conférence Ubisoft, ils ont l'air de faire des conférences où tu te fais pas chier. Et franchement, une magnifique entrée en scène avec un Watch Dogs Légion. J'ai rien à redire. Ah non, c'était pas ça l'entrée en scène. Non, il y avait l'orchestre avec je veux dire au niveau de la présentation des jeux. Avec un Assassin's Creed. Alors pas d'Assassin's Creed cette année. Non, c'est un Assassin's Creed Symphony. Là, c'était le concert. Voilà, je trouve ça bizarre parce que les conférences, à part le 2, je trouve que les musiques de Assassin's Creed sont pas si marquantes que ça. Moi, à part le 2, j'ai pas de musique de Assassin's Creed qui me revient. À Apple 3. Moi, le 4 aussi, avec les navires légendaires, ça rendait super bien. Ouais, moi j'avais les musiques des pirates quand on naviguait dans celui-là qui me sont revenus, mais sinon c'est tout. Mais du coup, ils ont rendu hommage à Assassin's Creed. Je trouve ça bien qu'ils aient pas relancé un Assassin's Creed, c'est-à-dire cette fois, on est sûr qu'ils ont compris qu'il fallait pas sortir Assassin's Creed une fois par an. Ouais, ils l'ont fait l'année dernière, mais en fait, le jeu était déjà en développement depuis un moment.
c'est un autre studio. Donc voilà. Il n'y a pas beaucoup de jeux cette année, tout simplement pour une raison très simple chez Ubisoft, c'est que il y a 6 studios qui sont en train de bosser sur Beyond Good and Evil 2. Tous les studios européens, pratiquement, à part ceux qui bossent sur Trial, sont en train de bosser sur Beyond Good and Evil. Ouais. Donc vous n'aurez pas beaucoup de jeux. Donc du coup, on a eu Assassin's Creed, donc un peu de concert pour rappeler que le jeu existe, qui sont pratiquement en train d'en faire un jeu service. Et on est passé tout de suite à Watch Dogs Legion, et là, c'est le premier Watch Dogs qui me donne envie. Ah ouais. Autant Watch Dogs 1, j'y avais joué, j'ai pas trop. Alors on va déjà rappeler ce qu'est Watch Dogs, licence GTA-like de Ubisoft, donc orienté piratage et hacking. Ça se passera dans un Londres post-Brexit, et la nouvelle mécanique, c'est qu'on pourra incarner n'importe quel personnage non jouable. Ouais. Et donc, ils nous ont montré un gameplay où on incarnait une mamie anglaise en train de faire un braquage, si j'ai bien compris. L'ancienne assassine. Une mamie ex-assassine, et qui allait faire du piratage dans les studios. Justement, le côté c'est une ancienne assassin me fait dire qu'en fait, on pourra jouer que certains PNJ qui auront le background pour. Ouais, je pense. Je pense que certains qui ont des statistiques particulières. Ou alors il y aura un système de compétences où tu auras des personnages qui sont en fait pas jouables du tout, tu pourras en prendre le contrôle, mais pour les braquages et les trucs comme ça, ils seront nuls à chier. Ou alors tu croiseras très peu de PNJ en fait. Non, simplement. Ça c'est pas possible parce que ça se passe à Londres. Ou peut-être un système de doublons où en fait on va coder plein de personnages qui ont tous les mêmes attitudes et on pourra en recruter qu'un d'entre eux. Par exemple, un hacker un peu. Oui, avec des skins différents. Ouais. On en voit avec des personnages avec des skins différents mais qui ont tous les mêmes capacités. On voit quand même pas mal de skins justement dans le trailer. En fait, ils mettent un focus sur 4 ou 5, mais après ils font une espèce d'avance rapide où on en voit plus. Ou alors c'est du procédural, c'est-à-dire que vous allez avoir des statistiques pour tous les personnages qui seront faits aléatoirement par l'ordinateur sur tous les personnages, et du coup il faudra que vous trouviez le bon pour pouvoir lancer la mission. C'est possible aussi, ce qui risque d'être très long, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages dans les Watch Dogs qui se trimballent dans les rues. Donc. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que le Watch Dogs ça a été introduit par un très long passage de gameplay. Il y a eu le gameplay et après le trailer. Oui. Et le gameplay était assez long, j'ai trouvé. Enfin, du coup, on en voit pas mal. Et le jeu n'a pas l'air surbeau. Non, contrairement aux problèmes qu'ils avaient eu avec le premier. Mais au moins, ça me paraît honnête. Tu vois, tu sais à quoi tu vas jouer. Et il y a moins le côté Instagram, funny game du deuxième. Le 2 m'avait saoulé, perso. Moi, c'est un truc que j'aime bien, donc c'est un truc que j'avais bien aimé, mais parce que j'avais pas aimé le côté très serious business du premier, j'avais trouvé ça un peu surfait. Du coup, j'avais bien aimé le côté funny du deuxième, qui a saoulé beaucoup de gens, et je peux comprendre, parce que c'était un peu insistant parfois. Mais voilà. Là, ils ont l'air d'avoir mis le truc entre deux. C'est un peu sérieux, un peu fun. Ils n'ont pas l'air trop décidés. C'est le côté mi-figue mi-raisin de toute façon de Ubisoft à chaque fois. Ils finissent toujours par faire des jeux moyens dans leurs intentions. Donc là, je pense que c'est ça aussi. Mais du coup, assez chauffé. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de bullshit. Même moi, autant les deux premiers, j'avais trouvé une critique que je dirais qu'ils sont assez redondants au niveau des mécaniques. Là, ça avait l'air de pas mal bouger. En plus, chaque personnage a l'air d'avoir des items particuliers. Alors justement, tu parlais de critique. On va parler à un moment de la critique politique chez Ubisoft, parce que depuis Far Cry 5, ils n'arrêtent pas de nous ressasser. Non, nos jeux sont pas politiques. Ils te rabâchent dans tout le trailer. C'est un jeu post-Brexit, oui, avec il dit sur scène aussi, avec une forme de dictature ou je sais pas trop quoi, et la résistance en face. C'est combattre les. C'est pas politique, ça ? C'est combattre les rebelles, ou je sais plus exactement le terme. C'est rejoindre la résistance. La résistance, ouais, contre l'obscurantisme. Ouais, je sais plus trop. Et même même après le trailer, le gars sur scène explique son truc. Il dit voilà, c'est à l'après-Brexit. On vit justement cette ère un petit peu où on est dans le doute, on ne sait pas ce qui va se passer. Oui, et donc, du coup, le mec, si dans 6 mois, ils nous sortent que Watch Dogs Legion va pas être un jeu politisé, ils se foutent complètement de notre poire. Quand ils ont dit nos jeux sont pas politiques, c'était tous nos jeux sont pas politiques. Faut arrêter. Puis même, c'est les premiers à dire ouais, on transmet des messages un peu sympas et tout, mais derrière, la plupart des jeux tournent sous des niveaux qui collectent les données des joueurs. D'ailleurs, ça, c'est pas grave que les jeux soient politisés, il faut juste qu'ils l'assument un minimum. Il faut qu'ils l'assument. En plus, c'est vraiment la French touch de politiser tout. Donc, oui, Ubisoft français, Brexit anglais, il y a un peu, c'est un clin d'œil. Moi, je trouve que ça peut être bien de politiser le jeu tant que c'est pas rabâché outre nécessité. C'est ça qui est bien dans leur jeu, c'est rarement rabâché vraiment. C'est intégré dans le gameplay, c'est pas lourd, quoi. Non, voilà. Je pense pas que ce sera au centre de l'intrigue non plus.
Voilà, ce sera un petit peu au début du jeu, on va t'expliquer le truc, et puis après, le jeu se développera en lui-même. Il y aura pas. Voilà. Alors, ils ont aussi continué dans le festival des Game Pass et trucs comme ça. Donc, un abonnement Uplay pour 15€. C'est plus cher que toutes les autres offres qui seront proposées durant toutes les autres conférences. C'est grosso modo l'équivalent du EA Access qui existe déjà, qui est à 14,99€. Et l'équivalent du Ultimate. Voilà, la différence, c'est que j'aurais plus tendance à jouer à des jeux Ubisoft qu'à des jeux EA. Sauf qu'il y a un flou sur ça, c'est qu'ils ont dit qu'ils se mettaient en partenariat avec Stadia. Et donc, est-ce qu'il faut une licence Stadia et une licence Uplay ? Ça, on ne sait pas encore. Ça, on en reparlera quand on parlera de Stadia, quand on fera une émission dédiée l'année prochaine, et qu'on aura un peu plus d'informations sur Stadia. Roller Champion, un jeu de sport futuriste dont le gameplay ressemble fort à du Rocket League. Malheureusement, tout cela semble un peu mou du cul. Alors, très, très hypé par le jeu. En plus, j'ai eu la chance de voir un streamer y jouer hier, parce qu'on enregistre l'émission mardi, d'ailleurs, on ne l'a pas dit. Mais et le jeu a l'air très, très bien dans le point de vue, on y joue un petit peu de temps en temps. Après, je pense qu'il va très vite s'essouffler. Parce que en fait, les gens vont retourner sur Rocket League, ça ressemble immensément à Rocket League au niveau que ce soit du gameplay, de l'univers graphique, c'est exactement la même chose. On a un peu les côtés un petit peu néon de partout. Et puis il y a pas ce côté, voilà, c'est souvent des gens peuvent jouer que en équipe parce qu'en un contre un ça n'a pas de sens, ce qui va vraiment faire défaut pour certains joueurs. Et puis non, par contre le jeu est très beau, il a l'air bien fait, donc on verra. C'est un peu un jeu, voilà, on y joue entre potes de temps en temps, et puis sinon on se lasse vite à mon avis. Et je suis pas sûr, à vérifier sur internet, nos auditeurs le feront. Je crois que c'est une exclue Switch, mais je suis pas sûr. Il me semble pas avoir vu que c'était. Ça n'a pas été annoncé pendant la conférence, ça a été annoncé après. On peut y jouer sur PC en tout cas. À vérifier. Mais de toute façon, si c'est une exclue, ça finira par sortir sur le reste. Moi, je dirais juste que c'est Rollerball le jeu en fait. Oui, c'est vrai. Inspiré du film. C'est vrai que ça ressemblait un peu. Il y avait déjà un jeu Rollerball qui était sorti à l'époque en plus. Oui, mais celui-là a l'air bien. Oui, c'est surtout que à l'époque, c'était un tas de pixels, quoi. Ouais. Et enfin un nouveau Ghost Recon Breakpoint qui sera plus orienté communautaire puisque les joueurs et les développeurs pourront échanger. Donc ça suit la logique des jeux services sur lequel Ubisoft est très bon en fait. Parce qu'on rappelle tous les jeux Rainbow Six, Siege et The Division et tout ça. C'est des jeux services. For Honor aussi d'ailleurs maintenant. Ils sont très bons dans les jeux services Ubisoft. C'est les seuls qui sont services. Alors pour les jeux services, on rappelle, c'est des jeux, vous achetez le jeu et pendant 2 ou 3 ans après, vous aurez des nouvelles extensions qui vont sortir gratuitement. C'est jeu as a service, donc le jeu comme un service. Et du coup, je trouve ça bien qu'il y ait un lien avec les développeurs. Comme ça, les développeurs vont faire ce que demandent les joueurs. Ce qui est par exemple le problème qu'a Fallout 76, où ils nous fournissent un Battle Royale alors que visiblement personne n'avait demandé ça. Donc je trouve que... Par exemple, en jeu service, il y a For Honor, ils ont rajouté un mode cette année, mode machin, je l'ai sous les yeux, Shadow of the Hitokiri, qui se passe dans l'ancien Japon, qui a l'air assez joli d'ailleurs. Oui, c'est sympa. For Honor, c'est sympa. Mais du coup, c'est quand même Ubisoft, la plupart de leurs jeux services se sont foirés à leur sortie et ils ont réussi à tous faire monter. Il y a pratiquement tous les jeux Ubisoft mis en service comme ça ont réussi à ressusciter. C'est les seuls à avoir réussi avec No Man's Sky, je crois. Mais, en fait, ce qui est cool, c'est pas vraiment qu'ils ressuscitent leurs jeux, mais qu'ils les font tenir sur la durée. On achète un jeu, puis on sait qu'on va en avoir pour 2-3 ans. Voilà. En fait. Et même, ils transforment certains de leurs jeux solo en jeux service, parce que le dernier Assassin's Creed, ils l'ont transformé en jeu service, parce que ça fait pratiquement 1 an où ils ont des DLC gratuits qui sortent. Donc vraiment, Ubisoft, félicitations pour ça, parce que c'est pas facile à faire. C'est les seuls qui ont réussi à ressusciter leur jeu pour l'instant. Chez les gros. Et du coup, félicitations à eux. Ah bah non, il y a Square Enix avec FF14 aussi. Je vois juste après qu'on a la conférence Square Enix. Oui, mais ça, c'est un MMO, du coup. Puis pour finir, c'est la logique de revivre longtemps. Ouais. Alors, conférence Square Enix. The conférence quand même, parce que c'est là qu'a été annoncé le gros... Enfin, où on a enfin vu le gros jeu de l'E3. Je l'aurais appelé la conférence Final Fantasy, personnellement. Alors, moi, ça m'a gavé. On a eu 1 heure de JRPG pratiquement. Il n'y a eu aucune licence que moi j'attendais. Mais bon, il y a quand même eu des trucs sympas. Alors déjà, on va commencer par l'éléphant dans la pièce. On a enfin vu du gameplay long de FF7 remake. En ouverture.
Alors, on voit enfin du gameplay. Le combat, c'est une version approfondie du système de combat de FF15. Le combat était long. Alors, je sais que c'est un boss, mais putain, c'était long à mort. C'est un sac à PV, le machin. Le combat était long, puis moi, cette mécanique de combat, j'aime vraiment pas du tout. J'adhère vraiment pas avec. Bah, moi, je trouve que c'est bien qu'ils aient rajouté la pause active. Moi qui suis un joueur de Mass Effect, je suis là, ah, bah, ça va peut-être enfin me plaire. Ouais. Non, donc, puis même, ça donne pas envie. Et je vais peut-être enfin faire FF7 parce que je dois avouer que je l'ai jamais fait. ce long passage sur le boss, ça donne pas forcément envie de oui, jouer. Je trouve qu'ils auraient pas dû montrer. Dis, putain, je vais passer à une plombe sur ce mec. Ouais, je pense que. Ils ont essayé de montrer ça en mode dynamique avec les changements de phase, mais en fait, non, ça s'est tiré juste en longueur. C'est juste un sac à PV. Alors, ils ont peut-être choisi de montrer des personnages qui étaient sous-levelés parce que c'est l'habitude des Final Fantasy. Si t'as pas le niveau, de toute façon, soit tu te fais défoncer, soit ça dure des plombes. Bah là, ça durait peut-être des plombes. Puis même, c'était aussi le début du jeu. En fait, c'est vraiment très tôt dans le jeu qu'on arrive à ce boss. Ouais, je sais. Je sais. J'ai vu. Je sais pas. Je trouve que c'était trop long et c'était pas trop long pour la démonstration parce qu'ils ont montré toutes les mécaniques tout au long du combat. Donc ça, c'était très bien, ils ont montré l'Omnislash qui a été remaké et tout ça. Non, je crois pas qu'il y avait eu l'Omnislash, c'était juste les compétences de base. L'Omnislash, à mon avis, il doit venir. Si, à la fin, il y avait l'Omnislash. Ah, autant pour moi. Si, je te confirme. Enfin, c'était trop. C'était long. Voilà. C'était long, mais c'était long au niveau de. Si c'est ça le jeu, ça va être un enfer. Donc j'espère vraiment que les personnages étaient en sous-niveau par rapport au boss et que c'était juste à dur des plombes parce qu'ils n'ont pas de niveau. Parce surtout que pour nous français c'était à 2h ou 3h du matin. 3h du matin. Ouais, 3h du matin. Franchement, le combat a duré pratiquement 10 minutes, donc j'ai chronométré. Donc c'était vraiment très très long parce que quand j'ai vu le boss, j'ai dit... Alors on a chronométré parce que les boss dans FF15, il y en a qui duraient des plombes. Là, si c'est la même chose, ça va pas être possible. On a vu plus de personnages qu'on en avait vu jusque-là. On a vu Barret, Tifa... Et on a vu Sephiroth. Voilà, donc Dark Sasuke is back. Voilà. Final Fantasy VII, un classique en remake. Ouais, après, alors par contre, ils se sont lâchés sur les effets de particules. Ouais. Il y en a partout. Le Unreal Engine, ils ont fait péter. Ils ont dû le mettre à genoux. Ouais, c'est ça. Bon, il est spécialisé dans les effets de particules, le moteur. Donc oui, non, mais là, ils ont vraiment lâché. Donc voilà, moi j'ai trouvé qu'il y en avait trop, justement. J'ai fait c'est beau, mais en fait c'est trop, quoi. Moi, un peu de retenue, ça fera pas de mal. Je trouvais que ça passait bien, ça donnait un aspect très smooth, très disons que ça va que c'est un Final Fantasy et qu'ils ont des grosses épées et que le jeu a un côté un peu ridicule avec l'autre avec sa mitraillette à la place du bras et tout ça, tu vois. Mais c'est vrai que le jeu serait plus réaliste, j'aurais dit non mais arrêtez avec les effets de particules, là ça tient pas avec ta DA. Là ça va encore que c'est un Final Fantasy, mais moi ça m'agresse les yeux au bout d'un moment. Et puis si en y jouant, là ça va parce qu'on a vu un trailer qui effectivement est long, mais en y jouant peut-être que ça va être un petit peu redondant à force. Je pense que ça va être un peu chiant. De toute façon, un Final Fantasy c'est toujours un peu redondant. Oui, mais bon. Pourrait se passer de ça. Ensuite, Life is Strange, donc la série épisodique de Dontnod continue à sortir. Apparemment le 2 est bien. Ouais, c'est un jeu que j'aime bien. Moi, j'aime bien cet univers et ça me paraît bien. Après, j'en attends encore un petit peu. Ouais, le 2 est mieux que le 1 apparemment. Donc, j'attends d'y jouer avant de... Alors ensuite, on a la ribambelle de JRPG ou de JRPG-like. Donc Dragon Quest Builder 2, Crystal Chronicles, Dragon Quest et un DLC pour le MMO FF14. Et j'étais très content de voir Final Fantasy Crystal Chronicles parce que c'est un jeu de mon enfance. Mais ils l'avaient annoncé pour le printemps de cette année, du coup au Nintendo Direct, ils avaient dit ouais, on en fera un remake HD et tout. Il a l'air HD le remake. Ouais, mais par contre le problème c'est qu'il y a l'air aussi d'avoir une espèce de compatibilité avec les téléphones et du coup ça a l'air un peu bizarre. Oui, il y avait ça aussi dans Deus Ex Mankind Divided, au final ça servait à rien. Bon, t'inquiète pas trop pour ça. Ils nous ont sorti du cimetière la série Saga avec 2 nouveaux jeux. Je sais pas ce que c'est, on verra bien. C'est vieux, c'est tout ce que je sais, ça existait. Voilà. Et on va enfin avoir un remake de Final Fantasy VIII, le petit oublié. Alors non, c'est un remaster. Un remaster ? C'est bien affiché remaster et on n'a pas vu des belles images d'un nouveau jeu. Donc ça sent, je pense pas que ce sera un remake. Ce sera pas une belle version de FF8, ce sera une version HD lissée du jeu d'origine. Au moins on l'a, je vais pas me plaindre, je l'ai. Voilà, donc pour ceux qui l'attendaient, vous l'avez. Et ensuite, une nouvelle licence post-apo, Outrider. Il y a peu de gameplay, juste un trailer. Voilà.
Donc je sais pas, j'en ai rien avec du post-apo, à part ça, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ouais, ça m'a pas forcément marqué. Ça peut être intéressant. On va voir ce que ça donne. On va finir avec... On va continuer avec le gros morceau, je l'ai gardé pour la fin des conférences qu'on a vues. La conférence Microsoft. Alors là, ça va être long, je vous préviens. Donc on va commencer avec la partie abonnement et console. Alors la nouvelle console, la nouvelle Xbox qui a été annoncée. Donc pour l'instant elle n'a pas de nom, c'est le projet Scarlett. Je pense qu'il pourrait garder le nom et l'appeler Xbox Scarlett. Je trouve ça joli. Ce serait sympa. C'est joli. Ouais. Voilà, ils la font en rouge et ce sera parfait. De toute façon Xbox, ils n'ont pas trop de lignes directrices dans leur numérotation, donc de toute façon ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On est passé de la Xbox à la Xbox 360 à Xbox One. Donc voilà, aucun sens. Nouvelle génération s'annonce petit à petit. On sait déjà que la console aura un disque dur SSD, donc sans temps de chargement ou avec des temps de chargement très courts. Proposition 8K 120 images par seconde contre les 60 qu'on a sur console actuelle. Je préférais qu'ils se concentrent uniquement sur faire du 60 FPS, voire du 120, et qu'ils arrêtent avec le 8K parce que personne ne peut jouer. Personne n'aura d'écran 8K. Et l'année prochaine, parce que je pense qu'elle sortira en novembre de l'année prochaine dans ces eaux-là, je pense qu'il y aura toujours personne qui aura d'écran 8K ici, et je pense qu'aux États-Unis c'est pareil. Donc, vraiment la 8K, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Et puis surtout, s'il faut payer la console et un nouvel écran, ça revient cher. C'est pas donné. Donc voilà, pas encore de date de lancement. Donc voilà. Ça vous chauffe la nouvelle Xbox ? Franchement, moi j'ai l'impression qu'en fait c'est juste il y a pas de ça hype pas. Ils ont juste fait un truc en mode on a la nouvelle meilleure console, c'est encore mieux. Mais pourquoi c'est encore mieux ? Parce que c'est encore mieux. Voilà, elle est plus puissante et point. Ouais, voilà. Moi c'était juste que je trouvais qu'ils ont fait l'annonce un peu à l'arrache à la fin. Enfin, c'était vraiment plus le jeu qu'il y avait derrière qui voulait annoncer plus que la console. Moi, on va en parler après. J'ai senti un peu, vu qu'il n'y avait pas Sony à l'E3, j'ai l'impression qu'ils se sont dit bon, allez, on l'annonce, mais on va attendre qu'il y ait Sony aussi, comme ça. Oui, j'ai l'impression qu'ils en gardent sous la pédale en attendant Sony pour pouvoir leur filer une tape derrière la tête quand Sony sortira. J'ai l'impression qu'il y a une certaine réconciliation avec les joueurs PC parce que la console intègre des SSD, elle a l'air d'être vachement plus ils ont parlé du PC dans la conférence Microsoft, alors que d'habitude c'est Xbox uniquement et ils parlent du PC uniquement dans le PC. Ils veulent absolument rapprocher les deux méthodes. Oui, du coup, je pense qu'ils essaient de ramener les deux joueurs ensemble. Ils veulent en fait que les joueurs entre guillemets Xbox Scarlett comme elle s'appellera, parce que c'est le même système d'exploitation à l'intérieur des deux. Qu'ils aient la même expérience de jeu entre guillemets, que ce soit au niveau des graphismes, des temps de chargement, etc. Et puis peut-être pourquoi pas une compatibilité avec un moyen de jouer PC console sans problème. C'est plus ou moins le cas avec le Xbox Game Pass, donc on y passe tout de suite. D'ailleurs, offre d'abonnement Xbox permettant pour une somme mensuelle d'avoir accès à des centaines de jeux. Ça existait déjà, ils l'ont enrichi, donc ça permet surtout d'offrir une rentabilité plus stable à l'entreprise, parce que sortir des gros jeux c'est bien, mais du coup vous avez des fortes rentrées d'argent d'un coup et du coup des creux après. C'est mauvais quand vous présentez vos graphiques aux actionnaires, ils préfèrent une stabilité, donc du coup ces abonnements-là ça permet de stabiliser les revenus de l'entreprise. Et puis après, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, il faut pas se leurrer, c'est pas pour les joueurs, mais l'avantage aussi c'est que si vous êtes pauvre et que vous n'avez pas les sous tout simplement, vous payez 15 € et vous avez une centaine de jeux accessibles par mois. Oui, parce que c'est clair que de devoir acheter tout le temps plein de AAA, ça commence à coûter. 70 € le jeu par mois, c'est difficile. C'est que c'est 1 € je crois si vous le prenez pour le mois de juin pour tester. Il y a des offres. Si vous voulez tester, voilà. Mais alors après, moi justement sur ça, il y a 3 offres différentes, une offre à 5 €, une offre à 15 €, c'est flou. J'ai rien compris. Franchement, en fait, il y a l'offre de base si on prend juste pour console, une offre spéciale juste pour PC, et il y a l'Ultimate Game Pass qui prend les deux. Voilà, qui est à 15 €, c'est flou. C'est flou, c'est exprimé. Il y a une partie streaming, il faut mettre 5 € de plus. Ça, j'ai pas bien compris non plus. Voilà, c'est flou. Ils auraient dû passer plus de temps à expliquer. Ou alors ils auraient dû faire un truc plus clair avec uniquement 2 abonnements, un premium et un truc moins cher. Puis ils l'ont pas montré clairement, genre ils ont pas fait ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. C'est difficile de montrer ces abonnements aussi. Oui voilà, c'est ça, mais ils ont fait un peu des highlights de partout et pas genre un truc clair avec des tableaux. C'est dommage parce que c'est des offres qui sont intéressantes. Franchement, sûr. Quand t'as pas d'argent, après faut être fan de Xbox en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous avez 15 €, mais vous n'allez jouer qu'à des jeux qui sont sur la Xbox et qui sont ou sur le PC, mais uniquement des jeux où Microsoft a donné son accord pour qu'ils soient dessus. Après, il y a l'air d'avoir pas mal de jeux, plus d'une centaine, avec des bons jeux. On a vu un Metro Exodus qui est rentré dans la liste, du coup,
ça peut être pas trop mal non plus. Alors justement, et ça me fait aussi, je rebondis juste, ça me fait aussi dire que je pense que la prochaine console de Microsoft, ça va quand même vachement plus s'orienter vers le cloud. Ouais, va y avoir alors il y aura quand même un lecteur, ils l'ont annoncé sur oui, mais ils l'ont annoncé hors conférence, mais du coup il y aura quand même un lecteur, mais c'est très clairement orienté vers le dématérialisé, le cloud et tout ça. Donc si vous voulez acheter la prochaine Xbox, dites-vous bien qu'il y aura une grosse partie en dématérialisé. Ouais, c'est clair. Ce qui veut dire aussi une connexion internet de qualité. Pas forcément de qualité tout le temps, mais qui fonctionne. Constante. Ne pas habiter en Meuse ou dans les Vosges, quoi. Oui, ou chez moi, parce que j'ai la conférence qui a bugué, j'ai Internet qui a bugué pendant les conférences, c'était super la joie. Au moment où il faut avoir une connexion Internet qui est stable, je l'ai pas eu. Merveilleux. On passe aux jeux qui ont été présentés. Alors, on va commencer tout de suite par le jeu de Microsoft, Halo Infinite. Ouais. Alors, il avait déjà été teasé l'année dernière, il me semble. Donc, la suite de Halo est présentée, mais malheureusement, toujours pas de gameplay. Non, donc, Après, c'est du Halo, donc ce sera le gameplay de Halo. Perso, moi, Halo, je suis assez hypé parce que du coup, ayant fait les 3 premiers, j'ai pas fait le 4, malheureusement, j'ai pas de Xbox One. Mais franchement, Halo, c'est une valeur sûre pour moi. Même si c'est un peu FPS, c'est vraiment un sympa. peu FPS bébête, mais c'est quand même sympa. C'est super sympa. Oui, moi, j'ai fait que le 1 et j'ai jamais pris le temps de faire les autres parce que voilà, j'avais d'autres jeux à faire à côté. Mais c'est une bonne licence. Y a pas, c'est un peu le jeu à sortir quand tu sors une nouvelle console pour Xbox, en fait. C'est le jeu de la console. Après, il y a quand même un inconvénient dans cette série. Si vous cherchez un personnage avec du charisme, faut pas regarder le héros parce que c'est juste une armure. Mais c'est cool aussi parce que ça donne un petit côté... le perso imbattable ou... Par contre, j'adore le doubleur. Le doubleur qui a une voix ultra baraque et tout, j'aime beaucoup. Il a une voix ultra virile et tout. Moi, je trouve que ça colle bien. Mais le personnage, dans son design, a le charisme d'une moule. On passe au gros morceau. Elden Rings. Miyazaki rencontre George R. Martin avec From Software en backlog. Bon voilà. Ça envoie du pâté. Des gros noms, un gros studio. Alors pour rappel, From Software, c'est Dark Souls, Bloodborne et Sekiro. Donc des gros jeux qui sont très bons et qui sont très durs. Ça correspond à ce que Martin a fait dans ses séries, dans sa série de bouquins. Le gameplay est difficile, le scénario aussi. Voilà. Donc Miyazaki, je sais pas ce qu'il va faire là-dedans. Il a l'air d'avoir participé globalement à la DA. À part ça, je sais pas. Alors apparemment le monde sera moins vertical que les Dark Souls et sera moins cryptique aussi. Je pense que c'est l'influence de Martin pour le côté moins cryptique, parce que Dark Souls pour le scénario c'était vraiment le bordel. Il fallait vraiment lire les armes en fait. Voilà, c'est ça. Fallait lire du texte. Là je pense que ce sera plus cinématique et plus raconté, plus narratif. Voilà, ça vous chauffe, je pense tous. Non, pas trop. Ah bon moi c'est pas mon style de jeu. Je suis pas dans ce oui, c'est vrai que quand je t'ai fait essayer Dark Souls. Oui, quand j'ai essayé Dark Souls, c'est pas mon truc. Tout ce qui est mourir beaucoup pour réussir, c'est pas mon truc. Mais je comprends que le jeu puisse hyper de fou, parce que le trailer avait l'air assez sympa, même si on n'en voit pas grand chose. Moi, je suis assez hypé, un grand joueur de Dark Souls, du coup. Moi aussi, donc voilà. Et puis j'ai bien aimé, j'aime bien le Trône de Fer, donc voilà. Puis j'aime bien Miyazaki, donc comme ça au moins. Dragon Ball Z Project, l'action inspiré de Dragon Ball est enfin présenté. Et il est plus beau que Jump Force. Et à part ça, on n'a pas vu grand chose. En même temps, j'ai envie de dire, c'est pas bien compliqué. Je suis pas tellement hypé parce que le jeu en soi, il est pas si ouf que ça graphiquement. Je trouve qu'ils ont fait un effort, mais il n'y a pas le. J'ai pas. Perso, moi, j'aime pas Dragon Ball, mais ce serait un jeu Naruto. Je me dirais, ça ressemble au manga, ça me suffit. Ouais, mais le problème c'est que ce que je disais un peu hors antenne, c'est qu'en fait, ils reprennent le moment de Dragon Ball qui est le plus utilisé dans les jeux vidéo, qui est surutilisé, que tout le monde connaît, qui est le moment avec l'arc Freezer, justement. C'est la saga Saiyan, l'arc Freezer. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a eu tellement de jeux faits dessus, des bons et des mauvais d'ailleurs, mais que personnellement, ça me donne pas envie plus d'y jouer que ça. Ils auraient pris le parti de prendre des je sais pas, l'ère Cell ou autre chose. Il y aurait eu vraiment un truc un peu plus intéressant. Là, l'arc Freezer, le côté je me transforme pour la première fois en Saiyan n'est pas du tout intéressant pour moi, et c'est pour ça que j'y jouerai certainement pas. Et puis, je sais pas comment ils vont faire leur truc, mais moi, le truc que j'ai peur, c'est qu'ils nous fassent un JRPG classique où juste t'incarnes Goku et c'est tout. Et d'ailleurs, on n'a pas vu de gameplay. C'est ça qui me fait peur. J'ai le même problème avec les jeux Naruto en vrai, c'est que j'ai pas envie d'incarner Naruto, j'ai envie de faire mon perso dans l'univers. En fait. Et c'est systématiquement le problème que j'ai avec ce genre de jeu, c'est mais arrêtez de nous faire des trucs où
vous incarnez un personnage qui a déjà son histoire à raconter. J'ai l'impression de juste revivre. C'est pour ça que Dragon Ball Xenoverse, ça marche aussi bien. C'est parce qu'on incarne un personnage. Voilà. Ouais, mais la différence entre Dragon Ball et Naruto, c'est que Dragon Ball, l'univers, il est assez vaste et donc du coup, tu peux créer des personnages dedans. Naruto l'univers est bien calé quand même. C'est intégrer un nouveau personnage est plus difficile et tu auras des joueurs qui se pleidraient de ça. Tu le fais dans une suite ou tu le fais dans un univers filler. Dans le passé, on a eu quelques guerres, mais rien de plus. Il y a encore plein de choses à écrire. Non, mais voilà, dans les deux cas, il y a moyen de faire quelque chose. Après, pour ce Dragon Ball Z, là, moi, dès que j'ai vu le trailer, j'ai fait cool, ça va être du fanservice, les gens vont être contents. Moi, j'ai juste pas du tout accroché, franchement. Ah bon Ouais, pas du tout non plus. On a vu Cyberpunk 2077, le jeu star du dernier E3, dévoile une nouvelle cinématique avec Keanu Reeves, qui est venu sur scène pour donner la date, qui donc sera le 16/04/2020, mais toujours pas de gameplay. On en a vu, je crois, oui, 10 par secondes. le passé, ouais. Oui, bon. 10 secondes. Oui, un petit peu. Après, il reste assez flou autour de ça pour faire monter la hype. Ce jeu hype tout le monde. J'ai l'impression d'être le seul à me dire je préfère Deus Ex en fait. Parce que j'ai l'impression de voir Deus Ex en moins bien, moi. J'ai l'impression de voir Deus Ex avec moins de profondeur politique et moins de gameplay infiltration. Donc, moi, je pense que ça reste un projet assez ambitieux qui va forcément faire changer la vision qu'on a. Je pense que soit avec la hype qu'il y a autour, soit les gens vont tellement le surhyper qu'il va être un peu moins bon que leur espérance, soit il va vraiment réussir son coup et tout le monde va être ouf, soit il va juste vraiment décevoir. Mais je pense que quoi qu'il arrive, il changera forcément quelque chose. Même si je suis pas trop dans le délire, que ça m'intéresse pas spécialement, il va forcément faire changer les choses. J'espère, mais franchement, moi, j'aurais préféré un nouveau Deus Ex, quoi. Parce qu'en fait, ils nous font du cyberpunk sans la dimension politique du cyberpunk. Enfin, pour l'instant, j'en ai rien vu en tout cas. Oui, on a juste vu un petit trailer où on nous présente les personnages. Mais... Après, je pense après, c'est par ceux qui ont fait The Witcher. The Witcher, c'est pas le truc le plus politique du monde non plus. Donc, je veux dire, si tu veux faire du cyberpunk, très bien, mais fais du cyberpunk jusqu'au bout, quoi. C'est le truc qui me fait un peu peur. Donc voilà. Un jeu sur la licence Blair Witch. Et là, j'ai pas compris parce que Blair Witch, si t'as vu, c'est un jeu d'enquête en plus, apparemment un jeu d'enquête horreur. En fait, c'est un jeu d'enquête, ça sert à rien si t'as vu le film. Et en plus, ce qu'on a vu, le trailer me donne pas du tout envie. C'est pas terrible. Ouais, c'était beaucoup de jumpscares. C'est un peu mou. Moi, en fait, au début, quand je voyais la caméra tout le temps, j'ai pensé que c'était un nouvel Outlast, en fait. Oui, beaucoup de gens ont pensé ça. J'ai regardé le chat de Gamecult pendant ce temps et tout le monde a dit c'est Outlast. Ouais, ça avait l'air. Non, Blair Witch. Bon, Blair Witch, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est rentré dans la lignée. Je comprends pas la logique de faire un jeu d'enquête. En fait, je comprends pas juste de faire un jeu Blair Witch parce qu'on ressort une licence qui est avec le dernier remake qui était pas terrible, qui était pas convaincu. Un remake, c'était une suite. Ouais, moi il me semblait que c'était un remake. Mais... ils avaient tenté, à mon avis, ils retentent de sortir quelque chose de la licence, mais elle aille plus grand monde, du coup, je vois pas trop ce qu'ils pouvaient en faire. Ouais, voilà. Grosso modo. Sur toute la licence, après il y a eu une grosse partie deux trucs où ils parlaient des Lego. T'auras un nouveau jeu Lego Star Wars qui va sortir. Alors moi j'aime beaucoup les jeux Lego, du coup je suis oui, il y a Lego Star Wars, mais il y a aussi Forza Horizon avec des Lego dedans. Avec les Lego dedans. C'est génial. Forza, c'est un jeu de course qui est très très orienté arcade, très non, justement. C'est plus arcade. C'est beaucoup plus arcade. Ouais, c'est arcade. Si tu veux des jeux, c'est plutôt Gran Turismo. Oui, justement, c'est pour ça que j'avais ça en tête. Après, est-ce que Forza, c'est très 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 arcade, surtout les Horizons en fait. Et du coup là, ils se sont dit. Il y a quelques années, ils avaient rajouté Hot Wheels dans le dernier. Cool. Là, ils ont dit on rajoute Lego. C'est une super idée. On ne sait pas s'il va y avoir des véhicules préformés Lego ou si ça se trouve, on va pouvoir faire nous-mêmes nos petits véhicules en Lego. Et ça serait génial. On verra bien. D'après ce que j'avais vu vite fait dans le trailer, ça avait l'air d'être déjà des voitures existantes, mais en version Lego. Ouais, je pense que ce sera avec une autre Mini Cooper en Lego. Oui, il y aura peut-être les deux. On verra bien. Et puis, du coup, il y avait aussi, que j'en ai parlé tout à l'heure, Flight Simulator. Qui arrivait avec un trailer monstrueux au niveau des graphismes. Et après, ils annoncent Flight Simulator, et t'es là, qui a l'air beaucoup trop beau. Oui, il a l'air beaucoup trop beau pour être vrai. Je me suis dit, après, les jeux simulateurs ont tendance à devenir bons depuis quelques années. Farming Simulator, c'est très joué. Euro Truck Simulator aussi. Avant, c'était des jeux dont on se moquait. Maintenant, un peu moins. Il y a même du e-sport sur Farming Simulator. Donc, le jeu est peut-être vraiment bon. Ils ont peut-être décidé de vraiment s'investir sur ces trucs-là. Je pense qu'ils ont un petit peu bullshit quand même sur le trailer parce que tu vois carrément toutes les voitures passer dans la ville, dans n'importe coup, t'es à je sais pas combien de hauteur, tu vois n'importe quoi. Je pense qu'à mon avis, soit ils vont un petit peu rétrograder le truc, soit ce sera sur certaines villes, parce que là on voit New York, on voit Dubaï, machin, ce sera peut-être que sur ces villes-là, on verra bien. Peut-être un petit truc sur une petite zone, ou alors ils vont utiliser
en fait, le jeu va tourner un peu sur ta console et en même temps ou sur ton PC et sur le cloud, le cloud, je pense. Ouais, et donc du coup, Crackdown 3 devait le faire. Je fais juste avant qu'on passe à la suite ma mention honorable pour le jeu qui m'a le plus hypé de l'E3. C'est un tout petit jeu indépendant. C'est 12 minutes, qui est un truc vu du dessus, où en fait on est dans une boucle temporelle de 12 minutes et on doit enquêter sur un assassinat ou un meurtre. Je sais pas. En fait, c'est la fille avec laquelle l'homme qu'on joue est en couple, a tué son père, de ce qu'on a appris. Et il y a un mec qui rentre dans la maison et qui vient les tabasser. Et du coup, on doit savoir. Très simple au niveau des graphismes. En fait, on voit la pièce du dessus et en fait, l'histoire se passe dedans. Et j'aime beaucoup ce genre de mécanique un peu nouvelle. Justement, parlons jeu indé, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont été présentés. Ori and the Will of the Wisp, qui a été présenté. Alors moi, les Ori, ça me laisse ni chaud ni froid. J'ai l'impression que c'est le jeu c'est un tire-larme. C'est joli. Il était vraiment très beau ce Ori, franchement. Oui, non, c'est joli, mais j'ai l'impression que c'est un jeu tire-larme. Non, le premier était assez sympa et la suite, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'accord. Et moi, le jeu qui m'a hypé pour le coup, c'est Way to the Woods, le jeu avec les cerfs. le Bambi. Ah oui. Ah ouais, c'est joli. Il y a un côté très journée Flowers dans la DA. Ah, tu te sens bien quand tu vois le trailer là. C'est très journée en effet. Voilà. Donc voilà, à voir ce que ça va donner et si les journalistes pourront y jouer sur le salon. Alors on n'a pas encore vu la conférence Nintendo puisqu'on enregistre à midi le mardi, donc Nintendo n'a pas encore fait son Nintendo Direct. Par contre, je peux déjà vous dire qu'il y aura du Luigi's Mansion 3 normalement. Du Animal Crossing. J'ai entendu un espèce de leak comme quoi il y aurait une Switch mini. C'est possible, on verra. On verra. Donc voilà, on finit sur qui a gagné le 3 pour vous. Je pense que c'est Microsoft. Microsoft parce qu'il n'y avait pas Sony. Et puis il y avait beaucoup de World Premiere aussi. Microsoft pour la présentation, mais en termes de qualité de la présentation, c'est Ubisoft. Ouais, mais c'est souvent Ubisoft qui a une qualité de présentation très forte. Mais c'était très correct. Et après, j'attends de voir Nintendo parce que je suis un gros Nintendo fanboy. Moi aussi. Donc voilà, mais pour le Nintendo Direct, on vous mettra le lien en description de l'émission si vous voulez le voir. Et puis, comme ça, vous pourrez voir tout le Nintendo Direct. De toute façon, c'est une vidéo qui est présentée, il n'y a pas de vraie conférence. Donc, donc voilà. Nous on se retrouvera soit dans 2 semaines, soit l'année prochaine, je ne sais pas encore, pour la nouvelle saison. Donc écoutez dans 2 semaines, et puis si c'est un replay, c'est qu'on n'aura pas enregistré de nouvelle émission. Voilà. Allez. Au revoir. Salut.